Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans le même CIUS. Comment ça va? Ça va, vous autres aussi? Ça va bien. Popé. Alors, nouvel épisode. On était dû depuis un bout de temps pour faire un épisode nouveau médicament. D'ailleurs, Amé, t'étais présente, je pense, à notre dernier épisode nouveau médicament. On avait parlé, si je me trompe pas, du fésolinotant, notamment. On va se le dire, là, c'est dur de garder une fréquence régulière d'épisodes nouveaux médicaments parce qu'il n'y a pas tant que ça des nouveaux médicaments pour la première ligne avec un potentiel d'intérêt significatif. Ouais. C'est difficile. Puis je comprends, j'imagine qu'à un moment donné, c'est de plus en plus difficile de trouver des nouvelles idées. Mais ouais, le monde du nouveau médicament, c'est beaucoup des médicaments assez nichés là, pour des maladies souvent que nous trois, on traite peu au quotidien, soyons clairs. Fait on va se concentrer sur un nouveau médicament aujourd'hui. Un nouveau médicament pour le trouble neurocognitif, Oli. Oui, donc on va parler de lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi. Mais Leqembi, pas de U, hein, faut le dire, là, c'est pas Ouais. ça vient d'un autre langage, clairement, là, parce que Q, E. Mais c'est parce qu'il y avait un U, je pense que ça serait Leqembi. Ça sonnerait mieux, je pense. Mais c'est surtout que s'il n'y avait pas de Q, ça serait pas bon au Scrabble. Ben, pour vrai, eux autres, ils ont raté, là, ils ont raté complètement. Là, je veux dire, le niveau de compétition est vraiment rendu ailleurs. Là. On est loin du Q, là. On est rendu à 2X, un Z minimum sur cette lettre. Là. En bas de ça, tu fais même pas les séries. Fait que qu'est-ce que le lecanemab, Oli? Le lecanemab est désormais officiellement indiqué au Canada pour le traitement des patients ayant un diagnostic de troubles neurocognitifs légers ou de troubles neurocognitifs majeurs à un stade léger attribuable à la maladie d'Alzheimer. Là, quand même, là, cette phrase-là, on va se le dire, là, quand elle lit une première fois un peu vite, elle met lente, je trouve. Là. Fait que juste pour que ce soit clair, fait qu'un trouble neurocognitif léger, mais qui n'est pas la même chose qu'un trouble neurocognitif majeur à un stade léger. Non, c'est deux choses bien différentes. Donc, un trouble neurocognitif léger, c'est un patient qui va avoir des enjeux cognitifs qu'on va objectiver, mais qui n'aura pas d'atteinte de son fonctionnement. Comparativement à un trouble neurocognitif majeur, là, c'est un patient qui va avoir des enjeux cognitifs, qui va avoir une altération des enjeux dans son fonctionnement quotidien. Puis là, qui est à un stade léger, donc typiquement, ce patient-là, on peut le mesurer de plusieurs façons. On peut utiliser le mini-mental, le MoCA. Donc, le mini-mental, c'est un score entre 20 et 25. Le MoCA, c'est de mémoire, Amé, tu me corrigeras, entre 18 et 26. Exact. Donc, voilà. Sinon, Santé Canada a approuvé justement sa commercialisation en octobre 2025, mais en émettant un avis de conformité avec conditions, ce qui est plutôt rare. Puis Santé Canada a considéré que cette approbation devait être conditionnelle car il manque actuellement des données d'efficacité pour confirmer le bénéfice clinique du lecanemab. Fait que je pense que ça vaut la peine de prendre une petite seconde quand même, Oli, parce que comme tu le dis, on voit pas ça souvent. Fait que c'est un avis de conformité, mais espèce de probation, je sais pas la bonne analogie, mais l'idée étant que, a priori, c'est parce qu'ils considèrent qu'avec les données qui ont été soumises par le fabricant, ben l'évaluation globale est favorable, en faveur du produit, pour une condition de santé généralement qui est pour laquelle il y a un besoin de santé, donc pour laquelle on a des traitements peu pas disponibles ou efficaces. Mais pour lequel Santé Canada impose quand même la venue de nouvelles données pour venir confirmer là, un peu le rôle du médicament. Ouais. Sinon, plus récemment, en décembre 2025, je pense que ça vaut le coup de mentionner qu'Inès a refusé l'inscription du lecanemab sur la liste de la RAMQ, non pas pour des raisons économiques, comme on le voit souvent dans les analyses de l'Inès, mais parce qu'on n'a pas reconnu la valeur thérapeutique du lecanemab, donc son efficacité.
Fait qu'on va y venir, j'imagine, pourquoi du comment. Mais mettons, si on commence par la base, là, l'écanémable, là, ça fait quoi à part être indiqué dans des stades un peu confondants de la maladie dite neurocognitive? Mhm. C'est un anticorps monoclonal qui s'administre par perfusion intraveineuse et qui élimine les plaques bêta-amyloïdes, ces fameuses plaques qui joueraient un rôle important dans la pathophysiologie de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir jusqu'à maintenant, dans notre arsenal thérapeutique de la maladie d'Alzheimer au Québec, on a accès à 3 inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, le donépézil, la rivastigmine, la galantamine. On a aussi la mémantine, tous des médicaments qui ont été commercialisés à la fin des années 90 puis au début des années 2000. Ça date un peu, là, un nouveau médicament dans le traitement des troubles neurocognitifs quand même. Il se passait pas grand-chose, là, on va se le dire, dans ce monde-là dans les dernières années. Là. Ben, il s'est passé beaucoup de choses en termes de recherche, mais ça n'a pas mené à des résultats, disons, satisfaisants. OK. Dire ça comme ça. Puis là, soyons honnêtes, là, concernant les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, la méthmantine, c'est des traitements qui ont une efficacité plutôt modeste, très limitée dans le temps. Ils permettent pas d'empêcher la progression de la maladie d'Alzheimer. Puis dans le cas des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, des médicaments qui comportent beaucoup d'effets indésirables. Donc oui, il y a tout à fait lieu d'avoir des nouveaux médicaments qui pourraient venir améliorer le devenir clinique de nos patients atteints de cette maladie-là. Clairement, il y a un vide ici thérapeutique, là. Oui, je pense que c'est évident. Là. On n'est pas bon là, pour aider ces patients-là, soyons clairs. Là. Vraiment pas. Puis, ça fait donc environ 15-20 ans, là, si on fait un petit historique sur les MAB dans la maladie d'Alzheimer, là, ça fait environ 15-20 ans que les compagnies pharmaceutiques tentent de développer des médicaments qui ciblent les plaques bêta-amyloïdes avec pas un très grand succès, faut se le dire, là. Puis l'espoir derrière ça, c'est qu'on découvre un jour un traitement qui viendrait modifier la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire un traitement qui empêcherait la progression des plaques bêta-amyloïdes, qui les éliminerait, par conséquent, qui pourrait ralentir, voire stabiliser la maladie d'Alzheimer. Euh, Puis il y a eu énormément d'autres anticorps monoclonaux qui ont été développés dans le passé. Puis chaque fois, les études démontraient une diminution claire des plaques bêta-amyloïdes. Par contre, on n'arrivait jamais vraiment à démontrer des bénéfices cliniques pour les patients. Puis ça, ben, on va se le dire. Là. Je veux dire, c'est un peu redondant au pharmascope, j'imagine, mais les marqueurs intermédiaires, faut faire attention, tout ça tient par pas grand-chose souvent. À la base, ça prend pour acquis que notre compréhension de la maladie est béton. Puis même Mhm. si des fois, là, on a des gens, mettons, dans le groupe qui utilisent des mots compliqués, est souvent pas si béton que ça, probablement. Puis je pense que l'histoire nous a montré à des tonnes et des tonnes et des tonnes de reprises que quand on pensait comprendre quelque chose dans le monde de la santé, finalement, on était dans le champ. Fait que, tu sais, l'hypothèse des plaques bêta-amyloïdes, ça a paru, là, je sais plus quand, dans les années 90. Mais à quel point c'est ça l'unique et seule vérité liée à la démence et à la maladie d'Alzheimer, j'en ai pas la moindre idée. Puis en plus de ça, mettons qu'il y a vraiment que ça se tient, là. Les plaques, c'est vraiment la patente qui joue le gros du rôle dans la maladie et sa progression. Ben, ça veut pas dire que si tu réussis à les enlever, les diminuer ou faire quoi que ce soit d'autre avec elles, que tu changes de devenir de la maladie. Parce que ces patients-là, ils l'ont déjà, là, la dite plaque. Puis à quel point d'essayer de retourner en arrière permettrait un changement dans le devenir du patient. Tout ça est très spéculatif, là. Je pense qu'il faut faire attention avant de tirer des conclusions de ce genre de données-là, évidemment. Là. Mhm. Puis la fameuse théorie des plaques bêta-amyloïdes est de plus en plus remise en question, là. C'est-à-dire que oui, ça probablement, très probablement, c'est un facteur, là, parmi tant d'autres, mais il y a d'autres mécanismes physiologiques qui expliquent la survenue de la maladie d'Alzheimer, fort probablement, là. Fait que ce qu'on veut voir, certainement, c'est des médicaments qui, au-delà des plaques ou de tout autre marqueur intermédiaire de ce monde, ben, changent le devenir de ces patients-là. Oui, tout à fait. Puis ont-tu réussi à date? Ben, regarde, il y a 5 ans, il y a un premier anticorps ciblant les plaques bêta-amyloïdes qui a été approuvé par la FDA. C'était l'aducanumab. Là, vous Oui, puis ça avait m'excuserez fait, si je me trompe ça avait quand je fait, le mentionne. ça avait fait beaucoup jaser, ça, là. Ouais, ben je veux pas qu'on passe 10 minutes là-dessus, là, mais ça mérite d'en parler quand même un peu, là. Il y a eu énormément de controverses, là.
En 2019, on rappellera que les deux grosses études randomisées contrôlées portant sur l'aducanumab ont été cessées pour futilité. Ce qui n'a pas empêché le fabricant de demander à la FDA d'approuver l'aducanumab sur la base d'une analyse post-hoc de ces études-là, c'est-à-dire une analyse qui était non prévue au protocole. La FDA a accepté la commercialisation de l'aducanumab selon un processus accéléré, puis ils ont accepté la commercialisation sur la base d'une efficacité portant sur des issues de plaques de bêta-amyloïdes. C'était pas sur des issues cliniques. Puis cette approbation-là a été faite malgré que le comité chargé de l'analyse à la FDA a voté à l'unanimité contre l'approbation du médicament. C'est quand même fou, là. Tu as commencé en disant il y a eu 2 essais randomisés contrôlés, là, standard. Les 2 ont été arrêtés prématurément pour futilité. Et malgré ça, il y a eu soumission et ultimement approbation par la FDA. On dirait que cette phrase-là se peut pas, là. Oui. Puis là, on va pas rentrer dans toutes les méandres politiques et sociologiques de l'affaire, là, mais bref, ça a mené à une commission spéciale du Congrès américain. Il y a eu un rapport qui portait sur la qualité du processus ayant mené à l'acceptation de l'aducanumab. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques qui ont été adressées à la FDA. Donc, bref, beaucoup, beaucoup de controverses. Ça a mené finalement au retrait de ce médicament-là du marché américain, mais partout dans le monde aussi, là. Mais, malgré cela, la recherche a continué, puis on s'est dit qu'on allait finir par trouver quelque chose dans cette gang-là. Ouais, moi, c'est ça que j'allais dire, là. J'allais dire, gang, là, je sais, là, ça fait quoi, 10 minutes, 15 minutes qu'on est dans l'épisode, là. Puis là, à la date, on vous a dit que l'INES avait refusé, que Santé Canada avait approuvé ça conditionnellement, puis que son prédécesseur, ou son petit frère de MAB, avait des études arrêtées pour futilité. Écoutez quand même jusqu'à la fin. Je pense que ça vaut... Non, mais parce que, tu sais, on pourrait s'arrêter là, là. Je pense qu'on sait un petit peu où on s'en va, mais... Enfin, vas-y, Oli, présente-nous. Mais c'est quand même à leur défense, le lecanemab n'a pas exactement le même mécanisme d'action, là. C'est pas la même voie, puis là, ça prendrait des mots compliqués, là, que je comprendrais pas, mais c'est pas la même voie, là, d'action sur les plaques bêta-amyloïdes. Puis, il y a quelque chose que tu n'as pas dit quand même sur le lecanemab, Oli. J'ai jamais vu ça, ben, en même temps, bon, c'est pas un domaine que je fouille beaucoup, là, j'imagine, là, mais quand tu ouvres la monographie de produit, la première page, il y a évidemment bon, le nom commercial, le Leqembi, puis après ça, il y a toujours une description du médicament. Puis, dans le cas du Leqembi, donc du lecanemab, c'est bien écrit textuellement, je l'ai devant moi, l'anticorps monoclonal humanisé recombinant de type immunoglobuline gamma 1 produit dans des cellules ovariennes de hamsters chinois. Et honnêtement, moi, c'est la première fois que je remarque ça, qu'on se rend autant dans le détail dans la description du produit. Puis, tu sais, il y a peut-être quelque chose, là. Tu sais, peut-être que l'autre, il n'y avait pas les bons hamsters, là. Je sais pas, il y a combien de sortes de hamsters, mais peut-être qu'il n'avait pas pris les bons, là. C'était les hamsters chinois que ça prenait. Mais il faut le donner quand même, le lecanemab, tu sais, on va revenir, là, on va beaucoup remettre en question son efficacité clinique, mais c'est le premier dans tous les MAB qui a quand même démontré des différences statistiquement significatives sur des issues cliniques, là, pas juste sur des histoires de plaques bêta-amyloïdes. Puis un peu en même temps qu'il y a eu la fameuse grosse étude portant sur le lecanemab dont on va bientôt parler. Il y a aussi un autre anticorps, là, le donanemab, qui sera probablement bientôt disponible au Canada. Là. La demande est en cours. Puis c'est déjà approuvé dans plein de pays, puis notamment aux États-Unis. Petit mot, on va parler beaucoup, on va parler du lecanemab là, aujourd'hui, là, mais tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur le lecanemab s'applique quand même beaucoup aussi au donanemab. Là. On pourrait y revenir peut-être un jour. Mais le donanemab, ça, c'est fait dans des cellules ovariennes de hamsters chinois? Je me suis pas rendu jusque-là, je dois t'avouer. Tu tournes les coins ronds pas mal, hein, je te dis. Je commence à être trop à l'aise là, dans mes préparations d'épisodes. Bon, fait que parlons-en de l'efficacité, Oli. Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Oui, donc le lecanemab a été étudié dans l'étude Clarity AD, une étude randomisée contrôlée de phase 3 à double insu contre placebo qui a été publiée dans le New England en 2023. La durée de l'étude était de 18 mois, ce qui est quand même bon dans le domaine des études en troubles neurocognitifs, même si ça reste quand même assez court, là, on s'entendra. Ben pour une maladie qui peut évoluer évidemment de façon très lente, là, dépendamment des patients, c'est sûr qu'à 18 mois, on peut s'imaginer
Ça va être difficile de démontrer un effet sur l'évolution de la maladie pour un paquet de monde, là. On s'entend, surtout qu'ils sont à un stade léger, les patients. Hmm. Les patients éligibles devaient avoir entre 50 et 90 ans, avoir une maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Donc là, on a déjà défini ce qu'on entendait par là. Donc, des patients avec un trouble neurocognitif léger ou mineur ou un trouble neurocognitif majeur à un stade léger. Afin d'être inclus dans l'étude, les patients devaient avoir donc une maladie d'Alzheimer confirmée objectivement, soit avec un TEP amyloïde, soit avec une analyse du liquide céphalorachidien. Puis, juste là, il y a quand même une distinction avec la pratique courante au Québec, je présume? Oui, mais la pratique courante à de nombreux endroits dans le monde. C'est-à-dire que pour plein de patients, on va pas faire ce genre de test-là pour confirmer, j'imagine, ce serait pas le bon mot, mais poser un diagnostic probable de maladie d'Alzheimer. Ben effectivement, là, pour une grande majorité des gens, on va poser des diagnostics d'Alzheimer sur la base de la présentation. Là. Si on a des doutes cliniques, effectivement, il y a des TEP qui vont se demander, là, mais c'est vraiment pas C'est pas fait systématique. sur une base exactement. Là. Et encore moins une analyse du LCR. Là. Voilà. OK. Sinon, les patients devaient aussi consentir à passer des IRM cérébraux parce qu'ils devaient se soumettre à un protocole très, très strict là, avec un IRM cérébral à l'entrée de l'étude et 5 fois pendant l'étude. Rien de moins. OK. Il y avait aussi un paquet de critères d'exclusion, près de 20. Là. Je vous mentionne les 2 qui me semblaient plus pertinents pour la pratique clinique. Là. Le premier, c'est la présence concomitante d'une autre maladie pouvant expliquer le trouble neurocognitif, comme une atteinte vasculaire. Les patients avec une démence mixte étaient donc exclus d'emblée de l'étude. Puis je pense que c'est important parce qu'on voit de plus en plus de composantes vasculaires aux troubles cognitifs partout dans le monde et au Québec. Donc ça, c'est quand même une limite en termes de validité externe. Sinon, l'autre critère d'exclusion qui me semblait pertinent de mentionner, c'était les trouvailles à l'IRM du cerveau. Puis là, il y avait une très longue liste, mais je trouvais ça pertinent de le mentionner parce que je suis sûr que si on fait des IRM du cerveau à tous nos patients avec troubles neurocognitifs, on va en exclure plein sur la base de l'IRM. Donc, dans les trouvailles à l'IRM cérébrale qui menaient à une exclusion, plus de 4 microhémorragies, une macrohémorragie, la présence de sidérose superficielle, des signes d'œdème, de contusion cérébrale, d'encéphalomalacie, d'anévrisme, de malformation, des infarctus lacunaires, maladie des petits vaisseaux, de la matière blanche, des tumeurs. Donc, il y a quand même beaucoup de patients là, qui étaient exclus aussi sur la base de trouvailles à l'IRM du cerveau. Là. Les patients, sinon, étaient randomisés à une perfusion de lécanémab, 10 mg par kilo, toutes les 2 semaines, ou une perfusion de placebo toutes les 2 semaines. La durée de la perfusion était typiquement d'1 heure, avec une période d'observation qui pouvait varier d'un patient à l'autre et qui dépendait aussi du nombre de perfusions reçues et des antécédents de réaction ou non perfusionnelle. Fait qu'un traitement qui demande quand même pas mal de temps et de ressources, là, déjà. C'est des intraveineuses aussi, là. C'est pas du sous-cutané, là, actuellement, de ce dont on parle. Là. Non, non. Il y a une forme sous-cutanée qui est maintenant approuvée aux États-Unis, mais elle n'est pas encore approuvée au Canada actuellement. Puis elle est approuvée loin dans le processus. Il faut que tu aies fait déjà en ce moment. En tout cas, là, j'imagine que ça va évoluer dans le temps, mais en ce moment, c'est un traitement qui est approuvé une fois que tu as fait 1 an et demi de traitement intraveineux. Exact. Donc, voilà. Il faut passer par ce schéma intensif IV qui demande quand même des déplacements, puis du personnel, puis beaucoup de temps, là, clairement. Ça, c'est connu. Dans notre système de santé, on en a. Ah oui, clairement. L'issue primaire, c'était le changement mesuré sur l'échelle du Clinical Dementia Rating Sum of Boxes. Puis je pense que ça vaut le coup de passer une petite minute ici pour expliquer cette échelle-là. Pour remplir l'échelle, le clinicien procède à une entrevue avec le patient et ses proches aidants. Il vient évaluer 6 domaines qui touchent la cognition et le fonctionnement quotidien. Chaque domaine reçoit un score de 0, 0.5, 1, 2 ou 3. Puis à la fin, c'est simple, on additionne les scores des 6 domaines pour obtenir un score sur 18. Puis plus le score est haut, plus la maladie est sévère. Pour les besoins de l'étude, on considérait un score de 0.5 à 6 comme une maladie dite légère. OK.
Fait que, voilà, plus pour le devis et la méthode de l'étude. La population incluse maintenant, presque 6000 personnes ont été screenées en bon français pour inclure seulement 1795 patients dans l'étude. On avait environ 60% des patients qui ne pouvaient pas être inclus en raison des critères d'inclusion, d'exclusion assez stricts là, qu'on mentionnait. Donc, ça nous laisse un peu voir qu'on a déjà une population nichée, là. Ouais, on le disait tantôt, je pense que ça le confirme hors de tout doute, là. Exact. Les patients avaient 71 ans en moyenne. Il y avait autant de femmes que d'hommes. 60% des patients avaient un trouble neurocognitif léger ou mineur, donc sans atteinte fonctionnelle. 40% des patients avaient un trouble neurocognitif majeur à un stade léger. Environ la moitié des patients prenaient déjà un inhibiteur de l'acétylcholinéstérase et ou de la mémantine. Donc, la co-administration de ces traitements-là était permise. Puis, le mini-mental moyen des patients était de 25,5, là, avec un intervalle de 22 à 30. Donc, ça revient à ce qu'on disait, pas des patients qui ont une forme de la maladie qui est modérée à sévère. Puis ils pouvaient continuer leur inhibiteur de la cholinestérase et ou leur mémantine pendant le traitement? Oui, oui, OK. oui. Puis à l'inverse, c'était pas nécessairement requis comme un traitement de base avec un ajout par-dessus ça, là. Non, non, pas du tout. OK. Fait que qu'est-ce que ça a donné au final? Pour les supprimaires, pour le Clinical Dementia Rating, le groupe lecanemab avait un score moyen de 3,17 au début de l'étude, puis ce score a augmenté en moyenne de 1,21 après 18 mois. Mais là, on se rappelle, là, je suis sûr, parce que c'est mêlé avec le mini-mental quand même. Là, fait que là, quand ça augmente, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ça. En même OK. temps, on s'attend à ce que ça augmente parce que c'est un trouble neurodégénératif. On Ouais. s'entend. Ouais. Le groupe placebo avait un score moyen de 3,22 au début de l'étude et ce score a augmenté en moyenne de 1,66 après 18 mois. Là, à date, vous devez vous dire, c'est des chiffres qui se ressemblent quand même beaucoup, tout ça. Ben, à date, là, je vais te le dire, quand on a besoin de me donner deux chiffres après une virgule pour un score de 0 à 18, je trouve que ça part mal. Ben voilà, ouais. Tu mets le doigt sur quelque chose, Nico. Je veux dire, je pense pas que tu devrais avoir besoin de me mettre deux chiffres après une virgule pour un score de 0 à 18. Là. Quelque chose qui marche pas. Là. Ouais. Donc, ça donne une différence moyenne de 0,45 points entre les deux groupes sur une échelle de 0 à 18. Hein, c'est une différence qui est statistiquement significative. Là, ça me semble important de mentionner ici que l'issue est analysée de façon continue. Hein. On nous présente des différences de score moyen. C'est très, très, très difficile à interpréter en clinique. Généralement, pour le score qu'on utilise ici, là, le Clinical Dementia Rating, on considère qu'une différence minimalement cliniquement significative, c'est de 1 à 2 points. Ici, on a 0,45 points de différence. Là, donc, ça semble pas cliniquement significatif. Donc ça m'a l'air évident. Puis, tu sais, on en a parlé souvent dans les épisodes antérieurs. Fait qu'une des façons de contrer ça, je sais pas c'est quoi le bon mot, une des façons de contourner ou de simplifier l'interprétation des résultats, puis de donner une valeur même aux résultats, parce qu'on va se le dire, là, quand on regarde les différences moyennes de scores sur des échelles continues, dans bien des domaines, ça a l'air bien décevant, là. Que ce soit en douleur, que ce soit en santé mentale, que ce soit dans plein d'affaires. Alors que quand on regarde le tout de façon dichotomique, fait qu'en regardant plutôt la quantité de gens qui ont obtenu une amélioration X, souvent une amélioration, comme tu l'as dit, là, minimalement cliniquement significative. Fait que là, tu disais 1, 2. Ben, des fois, ça peut faciliter certainement l'interprétation puis la façon d'en parler aussi avec nos patients, d'être capable de dire aux patients la probabilité que le produit les aide franchement sur telle affaire. Fait que là, ils ont-tu fait ça? Malheureusement, non. Pour aucune des issues, il y a eu des analyses par taux de répondeur. Puis c'est décevant parce que pour les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase puis la mémantine, là, je veux dire, c'est des études bien plus vieilles, puis majoritairement, c'est souvent des analyses d'issues continues, mais il existe des analyses par taux de répondeur là, pour ces plus vieux traitements-là. Donc, il aurait tout à fait pu présenter les taux de répondeurs, les taux de patients qui s'améliorent ou encore dans les troubles neurocognitifs, ce qu'on utilise souvent aussi, c'est les taux de stabilisation, donc la proportion de patients qui restent à un stade, mettons, léger ou mineur et qui ne progressent pas vers des stades plus importants. Malheureusement, on ne nous présentait pas ces statistiques-là. C'est quand même étonnant. Ben,
Ouais, je sais ce que tu vas dire, là, mais bon, c'est de la spéculation, là. Est-ce que si les résultats avaient été intéressants, ils auraient été présents dans l'article? Je pense que Ben, tu sais, on la question se spécule, mais pose, là, mais là, qu'on se comprenne bien, là, en ce moment, on n'affirme rien, là. On n'en a pas la moindre idée, mais bon, voilà pour les primaires, un peu décevant. oui. Mais là, ils ont bien dû regarder les plaques aussi, hein, parce qu'on se rappelle que Tout à c'est fait. là-dessus que tout ça a beaucoup reposé, là. C'est bien important, les plaques. Ouais. Mais avant de parler des plaques, là, ils ont quand même regardé d'autres issues secondaires qui portaient sur d'autres scores cliniques liés à la cognition, au fonctionnement. Chaque fois, on détectait des différences qui étaient statistiquement significatives, mais chaque fois, c'était des valeurs qui semblaient pas atteindre le seuil de la différence minimalement cliniquement significative, là. Hmm. Il y a même des sous-analyses de Clarity AD qui ont été publiées sur l'effet du lecanemab sur la qualité de vie des patients et des proches aidants, hein, ce qui est quand même une issue très Ben intéressante. ouais, ben ouais. Encore une fois, il y avait des différences statistiquement significatives, mais la corrélation clinique des résultats restait toujours très incertaine. Puis pour tous ces scores-là, on ne nous présentait jamais des taux de répondeurs, malheureusement. Donc, c'est pas plus quoi en faire. Sinon, pour les plaques bêta-amyloïdes, il y avait en effet un sous-groupe de patients dans l'étude portant sur le lecanemab qui regardait la diminution des plaques bêta-amyloïdes. Ça diminuait d'environ 50% dans le groupe lecanemab. Versus le groupe placebo, on voyait une augmentation légère des plaques bêta-amyloïdes. Donc, qu'on se comprenne bien, là, c'est une issue qui est intéressante sur le plan scientifique quand on développe un médicament au tout début, là, mais ça ne corrèle pas nécessairement avec des issues cliniques importantes, comme tu nous le disais, Nico. Donc oui, il y a moins de plaques bêta-amyloïdes, mais avec les résultats qu'on présente là, il ne semble pas avoir de bénéfices cliniquement importants pour les patients. Puis tu sais, qu'on se comprenne bien, là, après ça, clairement, il y a des gens qui vont dire, ouais, ben c'est parce que là, l'étude n'était pas assez longue. Puis tu sais, même nous, on l'a dit tantôt, effectivement, là, 18 mois, je pense qu'il y a des limites à ça pour ce genre d'études-là, pour la condition de santé qu'on essaie de traiter. Mais en même temps, on ne peut pas inventer de la science, là. Fait que peut-être que ça changera, peut-être que dans les données qui vont suivre, ben mon Dieu, on réussira à atteindre des trucs cliniquement plus intéressants, plus impressionnants, puis tant mieux si c'est le cas pour les patients qui sont atteints de cette maladie-là. Pour le moment, malgré donc des plaques là, qui disparaissent à grande échelle, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Malheureusement. Ah, c'est marqueur intermédiaire. OK, fait qu'en termes d'efficacité, on reste sur notre fin, là, certainement. Oui. En Donc, termes de tolérance, j'espère que ça se passe bien au moins. j'allais dire, ça va se corser un peu pour Oups! les effets secondaires, malheureusement. Si on y va un peu en rafale, pour les effets secondaires sérieux, on avait 14% pour le lecanemab contre 11,3% pour le placebo, NNH de 37. C'est pas super inquiétant, mais on voit quand même qu'il y en a un peu plus du côté du lecanemab. Pour les effets secondaires menant à un abandon, 6,9% pour le lecanemab contre 2,9% pour le placebo, NNH à 25. Donc, encore là, il y a une petite tendance en défaveur du lecanemab. On avait des réactions perfusionnelles hein, avec le lecanemab qui pouvaient comprendre de la fièvre, des frissons, des nausées, des étourdissements, des hypotensions. 26% dans le groupe lecanemab contre 7% dans le groupe placebo. Un NNH de 5. C'est ça. Puis là, on parle pas juste d'une réaction de rougeur au site d'injection, là. On s'entend, là. C'est vraiment des réactions perfusionnelles, là. Oui. Là, après, la bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces réactions-là étaient d'intensité plutôt légère. Ça arrivait souvent juste les premières doses, puis ça menait très peu à des arrêts de traitement. Faut leur donner, mais ça arrive quand même à beaucoup de patients. OK. Moi, j'ai surtout entendu parler là, d'une affaire pas mal plus inquiétante que les réactions là, liées à l'infusion. Là. Les, Ouais, les ARIA, c'est quand même pas bon signe quand faut t'inventer un nouveau concept pour décrire un effet secondaire lié à ta nouvelle molécule. moi, ça me paraît préoccupant. Là. Et voilà. Donc, le lecanemab peut causer des ARIA. Les ARIA, c'est quoi? C'est des anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde. Hein? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un protocole strict d'IRM répété sous traitement. Pour les ARIA avec micro-hémorragie ou dépôt d'hémosidérine. L'hémosidérine, c'est un pigment qui résulte de la dégradation de l'hémoglobine. Là. Donc, typiquement, on voit ça après des hémorragies.
Donc, il y a cet enjeu-là. 14% de prévalence dans le groupe lécanémab contre 7% dans le groupe placebo, un NNH de 14. OK. Ça, c'est un premier type d'ARIA, donc ça peut augmenter les saignements. Sinon, on a des ARIA avec œdème ou effusion cérébrale, 12,6% dans le groupe lécanémab contre 1,7% dans le groupe placebo pour un NNH de 9. En même temps, bon, faut être transparent, là, autant on critique d'un bord, il faut critiquer de l'autre. Fait qu'ici, c'est des choses qui ont donc été cherchées de façon très, très intensive. Tu l'as bien dit avec les IRM en série. Peut-être là-dessus, il y a un paquet de monde qui s'en serait jamais rendu compte puis chez qui ça n'aurait jamais eu de conséquences. Mais il me semble même, j'ai vu des chiffres tannants pour des trucs cliniquement significatifs et ou symptomatiques, là. Oui, donc pour les ARIA dites symptomatiques, on a 2,9% dans le groupe lécanémab contre 0% dans le groupe placebo. Fait que genre un NNH à 30 cucs, là. Ouais. Donc, il y a ça ici. Là, après, il faut dire que dans les symptômes possibles de ces complications liées à l'imagerie, il y a des symptômes très peu spécifiques, céphalée, vertige, nausée, trouble de la marche. Il y a un protocole très strict à suivre dans la monographie en termes de à l'IRM, si on constate telle ou telle trouvaille, quoi faire. Selon la symptomatologie des patients aussi, il y a des conduites cliniques qui sont proposées, mais quand même, ça mérite quand même une considération là, dans la discussion avec les patients. Puis la monographie canadienne propose de faire des contrôles serrés d'IRM. Là, si on est quand même, faut regarder les deux côtés de la médaille. Là. Si on regarde la proportion des ARIA, là, elle était très importante dans un sous-groupe de patients. Les patients qui étaient porteurs homozygotes de l'ApoE4, là, c'est un gène de lipoprotéine E. C'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Si on enlève ces patients-là, qui comptent typiquement pour 15-20% des patients avec une maladie d'Alzheimer, il y avait beaucoup, beaucoup moins d'ARIA. Donc, vraiment, il y avait une prévalence très importante des ARIA dans ce sous-groupe de patients-là. Puis c'est pour ça que la monographie canadienne, en fait, contre-indique le lécanémab chez les porteurs homozygotes de l'ApoE4. Fait que ça veut dire qu'il faut le tester, là. C'est ça, là. Il faut le tester, oui, tout à fait. C'est une autre barrière à l'accès, là. C'est pas disponible partout, il faut le tester. Parce que là, quand même, j'entends bien des affaires, là. Un, ça donne pas grand-chose jusqu'à preuve du contraire. Deux, des enjeux de tolérance qui semblent être significatifs, pour lesquels il faut faire des IRM en série. Puis on l'a dit tantôt, là, oui, on a du temps, là, et puis du temps dans notre système de santé, mais quand même. Puis il faut faire en plus un test génétique au préalable de tout ça pour voir si on est plus à risque d'avoir des problèmes ou pas. Oui, sans compter la confirmation, soit au TEP amyloïde ou avec une analyse de liquide céphalorachidien. Puis là, on met ça dans une balance avec, on se rappelle, les inhibiteurs de la cholinestérase et la bémantine. Des médicaments qui, bon, oui, là, viennent avec leur profil d'innocuité, certains effets indésirables, mais on n'est pas là, clairement. Là. Non. On est ailleurs, là, on est plus dans où j'ai de la diarrhée puis je fais des cauchemars. Là. On n'est pas dans je dans ma tête, là. Voilà. Donc, il y a un fardeau qui est bien réel sur le plan des effets indésirables. Fait que, on fait quoi avec ça? Ben, avant de faire un petit wrap-up efficace sur le lécanémab, je mentionnerais la prolongation de l'étude Clarity AD qui a été publiée pour observer l'efficacité et la sécurité du lécanémab à plus long terme, c'est-à-dire après 36 mois d'utilisation. Donc, OK. Fait qu'ils ont pris parce qu'il n'y avait pas de placebo, j'imagine, dans ce 36 mois d'utilisation-là. Ben, c'est ça. Le gros enjeu, c'est qu'après le 18 mois initial, tout le monde prenait le lécanémab. Le devis était ouvert, donc tout le monde était au courant qu'il recevait le traitement. Les scores cliniques semblaient empirer moins rapidement avec la prise plus longue, mais encore une fois, c'était un peu dur d'interpréter la portée clinique des résultats pour les mêmes raisons qu'on a mentionnées, là. Les auteurs ont aussi comparé l'efficacité du lécanémab à 36 mois de prise contre une cohorte historique de patients avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer qui ne prenaient pas le lécanémab, rapportaient une diminution relative de 30% de la progression de la maladie vers une forme plus sévère avec la prise à 36 mois. Par contre,
on peut pas conclure grand-chose de ce résultat-là, là, parce que ça me semble méthodologiquement très problématique. Comme comparaison, on prend un groupe de patients après une étude randomisée contrôlée, on le compare à une cohorte historique, ça compromet le caractère randomisé contrôlé du devis. Là, on n'a plus de contrôle sur les facteurs confondants, les populations sont pas tout à fait similaires. C'est une drôle de décision de démontrer l'efficacité à plus long terme d'un médicament contre une cohorte historique, mettons. Oui, il faut faire attention en plus parce que, tu sais, après ton premier 18 mois, là, les patients qui restent dans l'étude, finalement, là, qui prolongent, puis tout ça, il y a déjà un filtre là, qui s'est appliqué à cette population-là. Là. Il y a un paquet de gens qui ont quitté, j'imagine, pour un paquet de bonnes et moins bonnes raisons. Mais fait que, tu sais, ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Non, non. Mais ils l'ont fait. Fait que tout ceci étant dit, on fait quoi avec ce médicament-là? On dirait que je sais pas trop. Tu sais, on a un médicament qui a une efficacité au mieux modeste, qui a un fardeau en termes d'effets secondaires qui est important. C'est un médicament qui demande euh, énormément de ressources du système de la santé, que ce soit dans des TEP amyloïdes, des IRM, des analyses de liquide céphalorachidien, des cliniques de perfusion, des suivis médicaux qui en découlent. Bref, donc ça prend beaucoup de ressources pour développer ces corridors d'accès-là. Puis tout ça, c'est pour un médicament finalement qui a démontré très peu en termes de bénéfices, là. Donc, je vois énormément d'obstacles à l'utilisation à grande échelle du lecanemab. Je vois pas personnellement, plus c'est un commentaire plus éditorial, comment notre système de santé déjà surchargé pourrait proposer des corridors d'accès efficaces, démocratiques pour les patients. Il faut que les patients veuillent s'engager aussi dans tout ce processus-là qui est quand même lourd. Mm. Il faut qu'ils s'engagent à avoir des suivis très, très réguliers, qu'ils s'exposent à des effets secondaires. Il faut qu'ils trouvent aussi que l'efficacité clinique du médicament soit convaincante pour eux. Puis on se rappelle, c'est un médicament qui n'est pas remboursé par la RAMQ puis qui coûte environ 30 000 par année. Et tu sais, je l'ai dit tantôt pour la tolérance, mais il y a quand même quelque chose en plus dans tout ça d'un peu farfelu. Oui, je comprends qu'il ne fonctionne pas très bien, mais on a des traitements disponibles qui coûtent pas grand-chose, là, j'ai le goût de dire à peu près rien, qui se prennent par voie orale, qui ne nécessitent pas de suivi là, aussi invasif. Tu sais, ils ont eu de la misère à démontrer quoi que ce soit de minimalement intéressant contre un placebo, mais on a des traitements déjà disponibles qui ont démontré leur supériorité au placebo, aussi modeste soit-elle. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, toutes les critiques qu'on adresse aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase à la mémantine, tu sais, on dit c'est des médicaments qui ont une efficacité modeste, limitée, qui changent pas l'évolution de la maladie, qui comportent des effets secondaires là, pour les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, mais c'est toutes des qualificatifs qu'on pourrait adresser au lecanemab. Là. Ça a une efficacité au mieux modeste. À toute fin pratique, ça modifie pas le cours de la maladie. Là. Je veux dire, ça modifie les plaques bêta-amyloïdes, mais ça prendra des preuves plus convaincantes pour penser que le traitement modifie vraiment l'évolution de la maladie. Puis ça comporte des effets secondaires. Donc, toutes les limites toutes les critiques qu'on fait, en fait, aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase puis à la mémantine, je pense qu'on peut les adresser aussi au lecanemab. Là. Ah oui, clairement. Puis, tu sais, moi, je me vois pas là, comme médecin de famille un jour même être proche de prescrire ça. On s'entend avec tout ce que ça demande comme setup puis investigation préalable, mais dans le fond, les patients qui seraient éligibles à ce traitement-là avec un trouble neurocognitif léger, chez qui on commence, quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête quand on passe, tu sais, de par l'évolution naturelle de la maladie à un stade plus avancé. On s'arrête, tu sais, y a-t-il une durée préétablie versus ça nous coûte 30 000 par année jusqu'à ce que ça aille plus bien? Ben c'est une très bonne question. La monographie canadienne, ce qu'elle recommande, c'est d'arrêter le traitement lorsqu'il y a une progression vers un stade modéré de la maladie d'Alzheimer, étant donné qu'on n'a pas de bénéfice démontrant l'utilité de le poursuivre dans un stade plus avancé. Donc oui, techniquement, on prescrirait ce traitement-là probablement pour plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait une progression vers le stade modéré. Fait qu'est-ce qu'on dirait que c'est un médicament à oublier? Ben,
Ah, sérieux? Personne n'a pas eu le jeu de mots, là. Ouais. Je l'avais pas vu venir. J'ai travaillé fort, là, pour ça. Je te trouvais pas mal silencieux, hein? Ça te travaillait depuis 2 minutes, là. Moi, à l'heure qu'il est rendu, je pogne plus les jeux de mots. Je suis désolée. Ah, sapristi. Hey, des chums, ça, des chums. Mais je te le donne, Nico. Il était pas pire. Mais oui, c'est quand même ce que j'en comprends. Au-delà du calembour. Ben, s'il y a des nouvelles preuves qui vont être publiées, puis que finalement, le lecanemab me semble plus efficace que ce qu'on croyait, on révisera. Ça nous fera plaisir de réviser notre analyse, hein? Nous, tout ce qu'on attend, c'est un médicament qui pourra être efficace pour les patients. Bon. Fait qu'en terminant, un petit message habituel, c'est des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires. Vous communiquez avec Oli. Autrement, ben, on se parle bientôt. Bye bye! Salut! Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.